Qui se cache derrière Jonathan Selem? Vous le connaissez sûrement puisqu'il il a créé de 2008 à 2014 le site JSS News. On en a beaucoup entendu parler, un site d'actualité, entre autres en français. Il a aussi couru pour la députation, pour devenir député des Français de l'étranger. Il n'a pas été élu, mais il a été élu un peu plus tard en tant que délégué consulaire des francophones ou des Français d'Israël. Voilà, c'est plus simple. Bonjour, Jonathan Selem. Bonjour. Alors, on vous connaît comme ça, mais on ne vous connaît pas en détail. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qui a motivé votre alia, pourquoi vous êtes venu, qu'est-ce que vous avez fait avant de faire tout ça et surtout ce que vous faites aujourd'hui, parce que JSS News, c'est fini quand même depuis 2014. Absolument, c'est fini. Alors, il y a d'autres personnes qui l'ont reprise, mais ça a été totalement arrêté depuis quelques mois, au moins 6 mois. Mais la vie continue. Et même pendant JSS News, d'ailleurs, il fallait bien vivre. Alors, on va revenir au départ. Tu es monté, on va se tutoyer, ce sera plus simple. Tu es monté en pleine guerre du Liban en 2006, alors que tu avais une vie tout à fait bien réglée, tu gagnais bien ta vie, tu faisais une activité qui te plaisait, puisque tu travaillais dans le journalisme, tu travaillais pour des radios libres, je crois. Absolument. Voilà, en France. Absolument, je travaillais donc, Fun Radio, je travaillais à Télévision Française Juive en même temps, et puis aussi, j'écrivais aussi de temps en temps pour Le Monde, pour plein de journaux. Et tout se passait bien, j'avais une vie de rêve en France, à 22 ans, 23 ans, être journaliste partout, dans les médias de rêve. Et puis un jour, il y a la guerre du Liban. Il faut préciser quand même, tu t'es formé sur le tas. Oui, absolument. C'est-à-dire que j'ai eu mon bac à l'arraché, au rattrapage. J'ai été à l'université, mais c'était pas pour moi. D'accord. Et donc, j'ai fait une petite formation à droite à gauche de géopolitique et une deuxième des métiers de l'audiovisuel. Et puis, en sortant de la formation, vraiment, la dernière semaine de la formation, j'ai un ami qui me dit « Ah, il cherche quelqu'un à Télévision Française Juive ». Donc, j'y suis allé. Et puis, les choses se sont enchaînées. Il y a eu un casting le soir même. Ils ont dit « Ah, bah, tu arrives genre le dernier moment parce que le casting, c'est ce soir ». Et j'ai fait le casting et ils m'ont dit « Bon, bah, d'accord, demain, tu présentes le journal télévisé ». Et je me suis assis. Et c'est comme ça que ça a commencé, être au bon endroit au bon moment. Voilà, ok. Alors, tu allais bien, tout allait bien pour toi. Et pourtant, en 2006, tu décides de venir en Israël. Alors, comment ça s'est passé ? La guerre du Liban éclate. Et à ce moment-là, mon job principal, c'est la Télévision Française Juive, même si je travaille à droite à gauche. Et TFJ, c'est pas une grande télévision. C'est pas comme i24 News, par exemple, aujourd'hui, qui a des reporters un peu partout. C'était vraiment une toute petite télévision. Il n'y avait pas beaucoup de moyens. Ah non, on travaillait dans une cave, bref. Mais déjà, moi, j'en suis ravi, ça m'a fait une expérience incroyable. Puis ça m'a lancé dans la vie. Et puis deuxièmement, ça m'a permis de vivre des événements fabuleux. Au premier rang. Au premier rang. Et parmi ces événements qui n'est pas fabuleux, mais que j'ai pu vivre au premier rang, c'est la guerre du Liban. À ce moment-là, donc, je suis présentateur du journal télévisé, rédacteur en chef, enfin en même temps tout une petite télévision. Les images qu'on reçoit sont des images d'agences de presse, donc Reuters, l'agence France Presse, etc. Mais on ne travaillait pas avec l'agence France Presse, pour des raisons qu'on connaît bien. On travaillait avec Reuters. Le journaliste de Reuters qui est en Israël, qui est dans le nord d'Israël, est blessé par une Katyusha, par un missile qui vient du Hezbollah. Donc, il n'y a plus que des images. Moi, en tant que journaliste, je ne reçois plus que des images du Sud-Liban. Et toute la journée, c'est Israël pylône, et jamais Israël reçoit, alors qu'on connaît tous la réalité. Et donc, je vais voir mon patron, je lui dis, écoute, je t'en supplie, laisse-moi partir en Israël. Je vais filmer, et tous les jours, je t'envoie des trucs, etc. Et il m'a dit, ok, vas-y. Donc, je suis venu ici pour TFJ, sauf que je donnais en parallèle toutes mes images gratuitement à Reuters pour que Reuters puisse envoyer ces images à toutes les rédactions dans le monde entier. Et puis du coup, ça a fait aussi du bien à Israël parce qu'on voyait un peu le versant de Exactement. Et voilà, par exemple, un jour, il y a un train qui a été touché par une Katyusha, il n'y avait personne, il n'y avait que moi et je filmais le train. Et voilà, il y a eu plein d'événements comme ça qui ont permis de rééquilibrer la balance. Et cette justice médiatique, c'est ça, ça a été un combat pour moi très important pendant longues années. Absolument. Okay. Donc tu t'es retrouvé, lorsque tu étais venu pour couvrir justement la guerre du Liban, la deuxième guerre du Liban, dans la famille de Oudi Goldwasser qui avait été kidnappé aux côtés de Elad Regev. Et d'ailleurs, quelques semaines après, c'était le tour de Gilad Shalit. Absolument. Alors, qu'est-ce que tu as ressenti? Déjà, moi, je suis là en tant que journaliste. Voilà.
Et je découvre pour la première fois de ma vie l'horreur d'être journaliste dans ces moments-là. C'est-à-dire que tu te retrouves dans une famille et tu as toute la compassion du monde pour cette famille, mais toi, ton job, c'est de prendre l'information, de les interviewer, et tu as honte. Enfin, moi, j'ai eu honte. Je pouvais pas. Et donc, je suis resté bloqué, et c'est-à-dire que je pouvais pas du tout les interviewer, faire mon travail. J'étais trop gêné de leur tendre un micro, alors que toutes les catastrophes du monde, on venait de capturer leur fils, quoi. Et donc, peu importe, ils m'ont accueilli chez eux, on s'est assis, on a mangé ensemble 1 jour, 2 jours, 3 jours, ça a duré comme ça plusieurs fois, et je suis revenu. J'allais les voir, mais par pure... Par pure empathie. Empathie, exactement. Et puis, la guerre touche à sa fin. Tu rentres en France. Je rentre en France, et là, j'ai un cas de conscience. Là, je me dis... toi, t'es un juif en France, t'as la belle vie, t'as toute la famille, t'as un beau travail, etc. Mais si demain, toi, t'as un problème en France, tu sais que t'as Israël. Donc, t'as une issue de secours, quoi. T'as un airbag. Alors que les Israéliens, ils se battent pour moi. Ils se battent pour eux, bien entendu, mais ils se battent pour que moi, je puisse avoir aussi un airbag si demain, il m'arrive quelque chose ici. Et donc là, je me suis dit, c'est peut-être le moment de faire l'alia. T'es jeune, t'as 23 ans, comme ça. Fais ton alia, essaye, et puis si ça vient pas, si ça aide pas, si ça marche pas, tu peux toujours retourner. De toute façon, t'as tes parents, donc, etc. On va dire que tu pars un peu sur un coup de tête, tu ne prépares rien du tout. Complètement ça. Je pars du jour au lendemain. Tous les conseils qu'on donne. C'est exactement ça. Je suis au repas de Shabbat avec mes parents, et puis je leur dis, lundi, je pars en Israël. J'étais à l'agent juif. Tout est réglé. Voilà, c'est passé ça s'est comme passé ça. En une semaine, quoi. Ouais. Puis c'était une crise à la maison aussi. J'imagine que tes parents devaient être un peu surpris. Ah ouais, ça a été très très dur. Donc, tu t'as rejoint depuis ou pas? Oui, tout le monde m'a rejoint. Ça, c'est quelque chose dont je suis fier. Tu vois, j'étais le pionnier un peu de la famille. Tout le monde c'est souvent comme ça. Là, il y en a un qui part et puis les uns derrière Exactement. les autres. Et surtout, je suis très étonné qu'ils viennent. C'est-à-dire que quand j'ai fait mon alia, j'ai eu bien sûr les pleurs, et puis on se reverra plus jamais, et puis de toute façon, je viendrai jamais, je ferai pas mon alia, machin. Finalement, 5 ans plus tard, tu peux nous aider, on va peut-être venir s'installer. Mais c'est le plus beau des plaisirs. C'est important d'avoir ce genre de raconter comment sûr. Ça se passe, parce que dans les familles, c'est souvent comme ça. C'est ça. Et ça finit en général comme ce que tu es en train de nous décrire. Et donc, il ne faut pas désespérer si vous nous écoutez et que pour vous, c'est un peu compliqué, que votre famille vous fait un peu la tête. Et puis surtout, il faut comprendre aussi que mes parents sont vraiment français. Mon père vient d'Algérie, mais ma mère est française de longue génération, juive d'Alsace, etc. Donc la France, les traditions. Ils ne parlent pas anglais, ils ne parlent pas hébreu, mais quand même, ils sont venus et tout se passe bien. Okay, tout se passe bien. Espérons que ça continue. Donc alors, tu fais tes valises en une semaine, tu débarques à Jérusalem. Absolument, juste en face du King David. Voilà. Tranquille. En fait, j'arrive... Je rencontre quelqu'un à l'aéroport qui me dit « Tu cherches un appartement ?» J'ai dit « Oui ». Il me dit « Ça tombe bien, j'en ai un à louer ». Et donc, je ne connaissais pas les tarifs, je ne connaissais pas les contrats, je ne connaissais rien. Je vais dans son appartement. Tu avais quelques économies quand même, j'imagine. J'avais très très peu d'économies. Enfin, j'avais rien. En fait, je n'avais pas d'économies. Je vivais en continuant, en perpétuant mon travail. Ouais. Tout ce que j'avais gagné en France, même si j'ai gagné bien ma vie, je le dépensais au quotidien. Comme tous les jeunes de ton âge. Voilà. Okay. Et donc, je suis arrivé ici, je n'avais pas du tout d'économies. J'avais 2 mois de loyer d'avance. Et parmi les 2 mois de loyer d'avance, il y avait 1 mois de caution, donc j'avais plus qu'1 mois. Bon, alors au bout de 3 mois, patatrac, c'est la galère. Déjà, j'avais pas signé de contrat, et un beau matin, mon propriétaire m'appelle et me dit écoute, il y a des touristes japonais qui vont rester 3 mois en Israël, et en 3 mois, ils vont me donner ce que toi, tu vas me donner en 1 an. Donc tu as 1 semaine pour sortir. Et donc là, je me retrouve sans rien, nulle part où aller. Personne à appeler. Parce que tu ne connaissais personne. Parce que je ne connaissais personne. Pas d'argent. Pas d'argent, parce que l'histoire, c'est que forcément, il a mon ancien lot de loyer, le lot de caution, etc. Et en plus de ça, parce que tout arrive en même temps dans ces cas-là, je perds ma carte de crédit, donc je peux pas retirer d'argent. J'ai pas de compte en Israël, c'est mes comptes en France. Donc le temps que la carte soit refaite. Bref. Et puis surtout, j'ai mes parents qui sont dans un état déjà ils sont très fâchés contre toi. Pas fâchés, mais tristes, et c'est pas facile pour eux. Ne subventionne pas l'alia de Jonathan. S'ils pouvaient m'aider, ils m'auraient aidé. Mais ils avaient aussi leurs problèmes, etc. Et puis, donc je voulais pas les accabler encore plus et leur dire, bon, vous savez quoi, j'ai plus d'argent.
j'ai plus d'appartement, j'ai nulle part où aller. Ce soir, je mange du pain. Donc, non, mais on sourit, mais ça devait pas être marrant parce non, que ça l'était pas. Tu as vraiment galéré. Tu as dormi dehors. Ouais, c'est-à-dire que les nuits, je l'ai passé dans un cybercafé sur Ben Yehuda. Game Zone. Exactement. Donc, il y a plein de geeks qui jouaient déjà en réseau comme ça. Et puis les autres, ils regardaient des DVD. Et puis donc, moi, je passais mes nuits là-bas. Et les après-midi, tu dormais sous un arbre au Ganatmouth. Exactement, voilà. Bon. L'arbre me protégeait du soleil. C'était au mois d'octobre. Ça devait être il y a 12 ans à peu près maintenant. Qu'est-ce qu'on pense quand on en est là? On se dit pas, bon, j'ai fait n'importe quoi, il faut que je m'en aille. Il y a de ça. De l'autre côté, je suis quand même en Israël, je viens d'arriver. Faut que je me batte quand même. Je crois qu'il faut que ça soit... Faut que je réussisse. C'est pas possible que ce soit un échec comme ça. Mais c'est une catastrophe. C'est-à-dire que je pleure. Je sais pas du tout où aller. Je sais pas qui parler. Les gens à qui je parle, ils peuvent pas m'aider. Je parle pas l'hébreu. Et vraiment, voilà, j'essaie de me tourner vers quelques petits emplois parce que je travaille pour une boîte française. Mais mon salaire, il est pas énorme non plus. Donc c'est vraiment, vraiment difficile. Et je me dis, à aucun moment je me dis, écoute, repars en France. C'est ça aussi. C'est-à-dire que je me dis, bon, il faut que tu trouves une solution ici, que tu construises quelque chose ici. C'est-à-dire que tu peux pas abandonner après 3 mois parce que tu as un échec, etc. Alors, qui t'a tendu la main? Écoute, il faut toujours une bonne étoile. Exactement. Et j'en serai toute ma vie reconnaissant. J'ai rencontré 2 mois avant mon alia, qui n'était pas prévu, un franco-israélien qui venait de faire son alia avec sa famille et qui s'appelait Yosef Lévy, Lionel Lévy en français, et qui est émigré ici avec sa femme, et il avait 2 enfants à l'époque. Et il était à Natania. Et je l'ai rencontré une seule fois parce qu'il organisait un tournoi de handball et que moi je jouais au handball à un certain niveau en France. Et donc on s'est rencontrés comme ça. Il m'a dit, écoute, si tu veux venir en Israël, viens, tu m'appelles, etc. Et donc, en l'ayant rencontré qu'une seule fois, je l'appelle, je lui dis, écoute. Tu avais gardé son numéro. J'avais gardé son numéro. Donc tu l'as appelé et tu lui as... Je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, j'ai ni à manger, ni à boire, ni où dormir. Et là, il m'a dit, écoute, c'est à pleine galère d'appartement. On est en train d'en acheter un, mais on l'a pas encore. On est entre deux, dans un... Peu importe, tu viens à la maison, tu restes tant que tu veux, tu fais ce que tu veux. Et donc, de Jérusalem, direction Natania. Et je suis resté chez lui pendant, pas dire de bêtises, 3 semaines, 1 mois, quelque chose comme ça, peut-être 1 mois et demi. Je me souviens plus précisément. Un bon mois, en tout cas. Un bon mois, exactement. Le temps de commencer à chercher un appartement, de recevoir ma carte de crédit, de pouvoir retirer de l'argent, de récupérer mon loyer de caution, etc. Donc de vraiment me reconstruire. Et ils m'ont rien demandé. Ouais, ça a été c'est-à-dire que j'étais comme un pacha. C'est-à-dire qu'ils m'ont accueilli comme si j'étais leur propre fils. Et ça a été vraiment fabuleux, quoi. Lionel, Annie. Parfois on se rend pas compte. On ouvre sa porte, on pense que c'est un petit geste. Ah non, ça a été. Il a changé ma vie. Enfin, quand je dis il, c'est il au pluriel, c'est lui, toute sa famille. Ouais. Ils ont changé ma vie. Ça a été incroyable. Ce qu'ils ont fait, c'est voilà, je suis encore là aujourd'hui et j'ai construit une famille grâce à eux, etc. Enfin, tu vois, c'est vraiment très important. Exactement. Alors, tu te dis, il faut vraiment que je trouve quelque chose. Tu fais des petits boulots à l'israélienne et puis un beau jour, tu entends parler d'un programme Massa, voilà, au Misra d'Arutz. En fait, c'est Absolument. le ministère des Affaires étrangères. Des Affaires étrangères, exactement. Et donc, tu te dis, il faut absolument que je rentre là-dedans. Ça t'intéressait déjà, quoi? Ah, j'adorais ça, moi, la diplomatie israélienne. Déjà, quand on est juif français, si tu veux, et qu'on regarde Israël, on se dit, il y a un problème de communication, au ministère des Affaires étrangères, c'est une catastrophe en Israël. Enfin, on avait tous cette lubie-là. Ouais. Et donc, c'était un peu un rêve, tu vois, d'intégrer le truc. Donc, quand je vois ce programme Massa... Tu te dis, je vais y aller. Alors, bien que tu sois déjà arrivé en Israël, en général, Massa, c'est pour les touristes. C'est ça. Mais j'avais eu, quand je suis parti, j'ai eu un accord avec ma mère qui m'a dit, écoute, prends un visa, genre visa de travailleur. Okay. Et puis, quand ton visa se termine, après 6 mois, après 1 an, tu fais ton aléa, mais déjà, tu essayes sans faire ton aléa. Et donc, j'avais fait d'accord. Et donc, c'était une chance, comme quoi, tu vois, faut toujours écouter sa mère. Ou la plupart du temps. Et donc, je me suis retrouvé grâce à ça. Comme tu n'étais pas israélien, tu avais encore un statut faire Massa. Voilà, absolument. Compatible avec Massa. Et donc, tu as fait 6 mois de stage, on va dire, en Misra d'Arutz, où tu as travaillé sur un programme passionnant qui s'appelle Mashav. Ouais, voilà. Génial. Vraiment un truc fabuleux. C'est l'aide internationale d'Israël, le bras humanitaire d'Israël. Ok. Et puis, chemin faisant, on va dire ça comme ça, tu t'es retrouvé dans un programme de Hasbara. Exactement. Hasbara, ça veut dire un peu... communication. Voilà. Le terme péjoratif qui est devenu propagande. péjoratif, c'était propagande, c'est ça, mais voilà.
C'est plutôt de la communication. Exactement. Communiquer positivement, au moins de manière neutre. Mais la communication neutre pour Israël, elle est positive, parce que ce que fait Israël de manière tout à fait neutre, c'est positif. Donc 1 an après ton alliance, on va dire que tu t'es un peu retombé sur tes pieds. Voilà, exactement. Et que surtout, tu as trouvé ta voie ici, qu'elle est... C'est-à-dire qu'au niveau professionnel, je commençais à m'éclater. Au niveau financier, c'était toujours une catastrophe. C'est très difficile. Attention, Israël, niveau financier, ça met du temps. Ça met beaucoup de temps. Il faut s'arracher, il ne faut pas avoir peur, il faut se retrousser les manches, il faut souvent faire. Moi, j'ai fait jusqu'à 3-4 boulots en même temps, quoi. On connaît. Voilà, oui, je sais. Surtout à Kalita. Non, mais il y a beaucoup de façons de s'intégrer. C'est ça. Et avant de retrouver son niveau de France, parfois ça prend un peu de temps. C'est ça. C'est pas grave. Quand on n'est pas avec une cuillère en argent dans la bouche, en Israël, il faut se déchirer. Et quand on connaît personne, et même quand on connaît des gens. C'est-à-dire que Israël a cette particularité que on travaille pas sur comme en France. En Israël, c'est la méritocratie qui compte. C'est-à-dire que tu peux ne pas avoir de diplôme. Si on te donne une chance et que tu es bon dans ce que tu fais, tu vas grimper. Et ça, c'est fabuleux. Donc tu as pris goût, on va dire, à cette communication politique et tu en as fait, on va dire, ton job. Tu as monté, alors que tu étais encore au Misra d'Arhout, tu as monté un site dont on a parlé en début d'émission, JSS News, où là, alors tu traitais de l'actualité à ta façon, on va dire. Disons qu'au départ, je l'ai fait surtout parce que je comprenais pas qu'on ne parle pas de Machav. Machav, c'est, je te dis, voilà, il y a un tremblement de terre en Haïti. Dans les 2 heures, il y a 200 médecins israéliens qui partent en Haïti. Il y a des puits à construire en Afrique, il y a des systèmes d'irrigation en place. Machav aide dans le monde 150 pays. Et les pays arabes sont les premiers bénéficiaires de Machav. Et quand j'étais moi à Machav, je me souviens, il y a un centre de Machav dans le nord à Haïfa qui s'appelle le centre Golda Meir, qui reçoit des gens du monde entier en permanence pour les former. Et à mon époque, je recevais des femmes qui venaient d'Algérie. Je ne sais pas si tu te rends compte, c'est-à-dire que des femmes algériennes venaient se former ce qu'on appelle Women Empowerment, c'est-à-dire donner plus de puissance à la femme pour qu'elle s'émancipe davantage. Et ça, c'était en Israël, avec des femmes musulmanes algériennes. Et personne n'en parlait. Ça prend des fous. Ah, complètement. Et donc, et puis c'était aussi, à l'époque, le début des problèmes avec l'Iran, 2006. 2007, quelque chose comme ça, début du nucléaire. Et en France, c'était n'importe quoi, comme ça l'est d'ailleurs toujours aujourd'hui sur l'Iran. Alors bon, tu n'étais pas seul, c'était aussi le début de Guisen. Oui, c'est-à-dire que Guisen existait déjà. Oui, c'était le... Guisen, c'était le seul à l'époque. Il y avait un autre site qui avait fermé aussi, je me souviens plus de son nom, l'histoire juive, peu importe. Et puis ensuite, il y a InfoLive qui est arrivé aussi en 2008. Il y a beaucoup de sites en français. Exactement. Terre d'Israël, d'ailleurs, on n'en parle pas assez. Exactement. On les cite, on le cite aussi, qui existent toujours d'ailleurs. Bon, enfin bref, tu t'es donc je me lance là-dedans. Mais c'est vraiment plus un hobby qu'autre chose. C'est-à-dire que j'aurais souhaité en vivre, bien entendu, etc. Mais la vie des médias est ce qu'elle est et... c'est impossible de vivre d'un média s'il n'y a pas quelqu'un derrière qui peut assurer financièrement. Bon, en tout cas, ça t'a mis le pied à l'étrier et ça t'a permis d'avoir des clients un peu partout pour Absolument. aider dans leur communication politique. Et j'ai commencé en fait à travailler dans plusieurs sociétés, juste après le Misra d'Arhout, le ministère des Affaires étrangères, et une société qui avait gagné un contrat au ministère des Affaires étrangères. Et donc, j'allais travailler pour le ministère des Affaires étrangères, mais dans le domaine privé. C'est-à-dire que les salaires étaient déjà 2 fois meilleurs que au ministère des Affaires étrangères. Sympa. Donc, c'était très sympa. Et puis là, vraiment, ça a commencé à partir comme ça. Et je me suis spécialisé petit à petit, comme tu l'as dit. Il y a un terme anglais qui est spin doctor, et c'est la communication politique, communication de crise. Et donc, voilà, c'est mon métier aujourd'hui, principalement. Je travaille à travers le monde. Un peu partout, et apparemment, ça a l'air de bien te réussir. Tu as aussi, important en Israël, un produit, on va dire ça comme ça, un espèce de gilet airbag. Alors, qu'est-ce que c'est? Absolument. Alors ça, c'est nouveau, ça. Alors, en Israël, ça a 1 an et demi. Et c'est parti d'un constat très simple. J'ai eu un accident de moto. De scooter, peu importe. Et quand on a un accident de scooter, d'autant plus quand on a des enfants, on voit sa vie défiler, on se dit, faut que j'arrête. Sauf que moi qui habite Tel Aviv, avoir une voiture sur Tel Aviv, c'est très compliqué. Donc, je voulais pas arrêter. Et j'ai
à ce moment-là, je suis déjà conseiller des Français de l'étranger et je reçois régulièrement des gens ici, des sénateurs, des hommes d'affaires, etc. Et je reçois le sénateur de Côte d'Or, qui est donc c'est Dijon, et il me dit, on en parle, c'est un fou de moto, et je lui dis, moi j'adore ça, mais je peux pas. Et il me dit, mais tu sais qu'à Dijon, on est le numéro 1 mondial des airbags de moto. Et je lui dis, c'est incroyable, j'en ai jamais entendu parler. Et donc je vais à Dijon. Et je rencontre ces gens-là qui fabriquent des airbags de moto numéro 1. C'est des gilets, en fait. En fait, soit tu as des gilets, soit tu as des vestes, manches longues ou manches courtes. Qui se gonflent en cas Et en fait, d'accident. si tu as un accident, ça se gonfle entièrement. Tu as une plaque dans le dos. Et alors c'est simple. Je m'occupe plus de cette société aujourd'hui. C'est mon frère et son associé. C'est un produit très sympathique. Mais ils ont sauvé... des dizaines de vies et de nombreuses personnes qui ont des accidents. Et il y a des secouristes de Magen David Adom ou de Ehud Hatzalah qui portent ce gilet, qui l'ont acheté et qui le portent même parce qu'ils savent qu'une personne qui a un accident de moto, si c'est pas la mort, ça peut être un handicap à vie, etc. Donc j'ai trouvé ce produit formidable et non seulement ça liait l'innovation, ça liait la France et Israël, c'est deux thèmes que j'aime parce que c'est comme Israël et la France, c'est mon père et ma mère. Donc tu vois ce que je veux dire. Donc ça liait un peu tout d'un coup et puis ça sauvait des vies. Donc c'était un super projet. Enfin moi j'ai créé ça un peu avec mon frère, etc. Et puis je lui ai laissé le bébé. Bon, aujourd'hui, après avoir habité à Eilat, à Bat Yam, à Jérusalem, tu habites Tel Aviv, une ville que tu affectionnes particulièrement, et tu l'aimes tellement que tu as décidé de donner aussi de ton temps pour soutenir le maire sortant, voilà, Ron Hulday de Tel Aviv. Bon, on verra bien comment ça va se goupiller. Tu n'as pas une place dans la liste où tu peux être éligible, tu es un peu loin. Mais bon, tu feras sûrement des choses si il est réélu. En tout cas, on était content de te recevoir. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. De te connaître un peu mieux. On fera sûrement une autre émission, on parlera plus du programme du maire sortant, voilà, juste avant les élections municipales. Merci d'être venu, Jonathan. Bonne chance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je peux rajouter quelque chose ? Oui, bien sûr. J'en profite aussi. J'ai écrit un livre. C'est un livret. C'est pas un livre, c'est un livret. C'est très court. On va en apprendre beaucoup aujourd'hui sur Jonathan Seller. Qui s'appelle Charles de Gaulle, antisémite, ? Un livre polémique, comme il les aime. Voilà, mais qui est génial parce qu'il reprend cette fameuse conférence de presse de novembre 67 où il parle des Juifs comme un peuple sûr de lui, dominateur. Alors ça, c'est ce que nous, on a retenu, sauf que derrière, il a un discours qui dure un quart d'heure sur Israël qui est terrible. Sur Israël et le monde juif qui est terrible. Et donc, je reprends le discours tel quel et ensuite, je fais une analyse de texte. Alors, on peut trouver le livre sur Amazon, etc. Et j'en ai plein. J'en ai commandé plein parce que l'objectif, c'était pas de le vendre. L'objectif, c'est de partager le savoir. Comme sur JSS News, je voulais pas vendre. On me demandait l'autorisation de publier. Peu importe. Si les gens le veulent, ils peuvent me contacter. On te contacte sur ta page Facebook, j'imagine. Exactement. Okay. Et je me ferai un plaisir de l'envoyer. Jonathan Selem. Jonathan Simon Selem. Jonathan Simon Selem sur la page Facebook. Voilà. Comme vous me contactez encore si une vous autre voulez. Facette de notre invité du jour. Exactement. Merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.